Pourra me pardonner si je dérape un peu plus. Merci cher Tidiane Diao pour le 20h. Tout de suite, nous recevons notre deuxième invité, l'auteur de Casamance, les geôles du mensonge, Xavier Diatta, qui est avec nous sur ce plateau. Bonsoir Monsieur Diatta et merci d'être avec nous. Bonsoir Madame. L'histoire du conflit casamancé qui nous est racontée à travers le regard et le vécu de Papa Pascal. Pourquoi avoir choisi justement Papa Pascal pour nous raconter cette histoire? Je ne choisis pas Papa Pascal pour raconter l'histoire. C'est vrai que on est dans une posture romanesque. Bon, Papa Pascal est peut-être un des héros de ce film qui est raconté dans le livre. Mais si vous remarquez bien, je crois que si vous m'avez suivi depuis un certain temps, j'aime bien écrire dans le cadre familial. Oui. J'aime bien écrire dans le cadre familial parce que même mon premier livre qui est Fiduciaire à la crise casamançaise raconté à mes enfants, c'est dans le cadre familial. Pourquoi? Parce que moi, je n'ai pas la prétention d'être un historien. Tout ce que je fais, j'essaie de mettre à la disposition de la jeunesse, à la disposition du pays, des témoignages qui viendront peut-être se confronter à d'autres témoignages pour vous permettre à vous jeunes de pouvoir tirer toute la quintessence scientifique et d'écrire l'histoire. Pour raconter ce type d'histoire, pourquoi avoir choisi le genre romanesque? Non, j'ai choisi le genre romanesque. Vous savez, quand on écrit un livre, on fait un choix. Si on se mettait tout de suite à écrire une histoire de façon platonique, je ne suis pas certain que ça intéresserait beaucoup de gens. Surtout que notre pays, on souffre énormément des réseaux sociaux, les jeunes n'aiment pas lire, et voilà. Donc j'ai opté d'écrire un roman qui permet justement à tout le monde... Et pour quelle finalité? Qu'est-ce que vous voulez que c'est une approche pédagogique. C'est une approche pédagogique. Pour nous faire comprendre quoi, au juste? Ce que je veux faire comprendre aux gens, oui. C'est justement, je veux, comme je l'ai dit, apporter un témoignage. Mon témoignage sur l'histoire de la Casamance. Oui. C'est ce qui passe. C'est ça, c'est la À quelle fin? Mais à la fin de la culture générale, de permettre aux gens de comprendre leur pays, de mieux aimer leur pays. Parce que vous ne pouvez pas aimer votre pays sans pourtant le connaître. Est-ce que c'est parce que vous avez constaté que les gens n'ont pas compris la quintessence de cette crise? Oui, je crois que la plupart des gens n'ont pas compris la quintessence de cette crise. Parce que vous savez, cette crise, quand elle a commencé, elle a été d'une violence inouïe. Ce qui fait que beaucoup de gens, il y en a plein qui sont reclus, des intellectuels de très haut niveau, oui, qui ont une connaissance très approfondie du conflit, mais vous ne les entendez jamais. Mais je me dis qu'aujourd'hui, ça, dans un autre aspect, ça permet aussi de libérer la parole. Et comment est-ce que vous comprenez aujourd'hui leur mutisme? Non, je comprends le mutisme. Le mutisme, je sais pas, si vous aviez lu le livre, vous allez voir que dans le discours d'Atibeni, il en a parlé, il a justifié. Il a dit aux gens, écoutez, tout le monde, y compris moi, je suis coupable. Je suis coupable de regarder une telle violence sans pourtant pouvoir la dénoncer. Mais c'est compréhensible. Pourquoi c'est compréhensible? Parce que je sais que si je la dénonce, si je ne suis pas sous le marteau du MFDC, je serai sur l'enclume des forces de l'ordre. Voilà. Alors, on a vu, par exemple, ici à la page 99... Il faut préciser aussi qu'on vient de recevoir le livre, hein, donc on n'avait pas la possibilité. Moi, je viens de recevoir, donc je dois préciser que... À la page 99, dans toujours un extrait du discours, on voit qu'à travers ce passage, l'oncle Atibeni, il accuse plus l'État et le MFDC d'être quelque part responsable de cette situation. On a envie, quelque part, quand on lit, de se dire, bon, on a l'impression que quelque part, c'est eux qui entretiennent ce climat-là. Non, je ne vois pas. Je crois que peut-être que Atibeni s'est mal exprimé sur le discours, mais je crois que ça a été très équilibré. Je crois que Atibeni a fait un témoignage exhaustif de tout ce qui s'est passé. Tout ce qui s'est passé en mal du côté de la légalité, c'est-à-dire des forces de l'ordre, a été mis en lui dans le livre. Et tous les actes de banditisme qu'avait posé les MFDC, ça se trouvait dans le livre. Et là, que faut-il comprendre? Je cite, oui, mesdames et messieurs, nous nous taisons face à cette autorité illogique qui ne souhaite que la pérennité de la situation. Parce que l'autorité, elle vient de partout. Elle vient et de l'État et du MFDC. Oui. C'est ça le problème. Mais nous, les populations qui sont entre les deux, qu'est-ce qu'elles font? Elles sont là, elles ne savent plus à quel sens se vouer. À un certain moment, elles se sont senties spoliées un peu. Elles se disent, écoutez, l'État ne peut pas nous protéger.
Et le MFDC, qui a un discours nationaliste, n'arrive pas à montrer vraiment... Mais on a toujours constaté l'existence d'une société civile. Casamançaise, entre guillemets, des personnalités qui étaient là pour porter, ou bien pour réclamer cette posture de parler au nom des populations. Oui, oui, il y en a eu. C'est ce que j'ai dit. Vous savez, chacun de nous peut avoir une ambition. Chacun de nous peut avoir comme je le dis, un souhait. Chacun de nous peut porter un projet de société pour sa communauté. C'est pas ça le problème. Mais maintenant, c'est-à-dire que, c'est ce que je disais tout à l'heure en coulisses quand on discutait. Je disais, écoutez, moi j'ai beaucoup de respect pour les gens du MFDC. Pourquoi j'ai beaucoup de respect? Parce que les conditions frugales dans lesquelles ils vivent, moi, Xavier, je ne pourrais pas y vivre. Donc pour ça, j'ai du respect pour eux. Mais en contrepartie, je voudrais qu'ils me respectent. Parce que je suis au même titre que Casamançais et j'ai le droit d'avoir une opinion sur le projet de société future. Mais s'ils sont encore dans le maquis, la faute à qui? C'est-à-dire qui est au box des accusés dans cette affaire? C'est vrai qu'il faut respecter leur choix, leur combat. Mais aujourd'hui, s'ils sont encore dans cette situation-là, non, dire que je respecte, c'est-à-dire, moi je respecte l'engagement. Oui. Mais c'est différent de respecter le combat. Oui. Voilà. Parce que justement, je vous dis, je suis contre ce combat. Parce que moi j'ai trouvé qu'aujourd'hui, qu'est-ce que vous remarquez? Nous avons des micro-États. Ces micro-États, qu'est-ce qu'ils peuvent faire concrètement? Rien du tout. Il ne faut pas disloquer, il ne faut pas balkaniser encore. Voilà. Si encore, on doit encore balkaniser, on doit encore torpiller un peu ce qui nous reste, le peu qui nous reste. Si on doit le torpiller, finalement, qu'est-ce qu'on va avoir? C'est-à-dire que ça va être le serpent qui se mord la queue, on n'atteindra jamais le développement. Maintenant, si on parle de la pacification, du processus de pacification, vous dites que depuis 2000, il y a une situation qui est confuse. Quels sont les éléments qui vous permettent de faire une telle affirmation? Non, parce que c'est le fait qu'il y a de multiples actions. Il y a énormément d'initiatives. Non concertées? Non concertées. Il n'y a aucun cadre de concertation. Et c'est ce que je disais en coulisses quand on discutait. Je vous dis, écoutez, vous avez aujourd'hui une cible qui est le MFDC. Il faut faciliter pour que le MFDC revienne à la table de négociation. Mais il y avait les accords de paix de Banjul 1, Banjul 2, Foundiougne 1, Foundiougne 2. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, est-ce qu'il ne faudrait pas trouver un lieu pour formaliser justement ces accords qui ont eu lieu? Mais ces accords, il faudrait qu'on les revisite. Qu'on sache exactement sur quoi on a négocié. Est-ce qu'on a bien négocié? Parce que les causes qui ont engendré ce conflit en 1982, il faut encore voir est-ce qu'elles sont actuelles. Est-ce que c'est les mêmes causes qui prévalent aujourd'hui? Sur quoi faudrait-il négocier aujourd'hui? Mais sur quoi faudrait-il négocier? Encore qu'il faut accepter d'aller aux négociations. Parce que vous savez le principe de la négociation. Si vous acceptez d'aller aux négociations, c'est que vous acceptez de perdre. La quintessence même, c'est pourquoi vous êtes venu aux négociations. Moi, je suis perdue à vous entendre. Jusqu'à présent, le MFDC et l'État sont en train de se concerter, parce que c'est ce qui nous est dit. Là, vous appelez encore aux négociations. Ce cadre qui est mis en place ne se penche pas trop sur les problèmes de l'heure? Non, moi, j'appelle pas aux négociations, non. Moi, j'ai dit que nous avons plusieurs initiatives non concertées pour une seule cible, qui est le MFDC, pour réunifier le MFDC, l'amener à la table de négociation. Mais, en contrepartie, on nous dit que le MFDC est divisé. Alors je dis, je comprends bien. Si vous avez plusieurs acteurs, chacun y va de son tempo, chacun a son interlocuteur dans la rébellion, comment voulez-vous que la cible, elle, où il y a plusieurs acteurs qui sont entrés dedans, arrive à se regrouper pour qu'on... Et le rôle de Santé Vidéo? Justement, ça fait partie des c'est encore une action non concertée? Non, c'est une action, je dirais que c'est une action isolée. Parce que Santé Vidéo ne concerne que la faction de Salifay. Ok. C'est un problème. La faction de Atut, c'est-à-dire le Front Sud, ne se reconnaît pas dans ces... Et votre conviction aujourd'hui, c'est quoi? Est-ce que les négociations doivent avoir lieu en Casamance ou bien hors du Sénégal? Ça, c'est pas important. C'est pas important. L'internationalisation, je veux dire, comment est-ce que vous appréciez aujourd'hui cette décision d'internationaliser, de confier ça à ce groupe de médiateurs? Non, c'est ce que je vous dis. Je vous dis, c'est pas important. Moi, je suis pas habilité. J'ai pas la prétention de pouvoir prendre un jugement, par exemple, comme celui-là, que vous dites, écoutez, il faut les négociations à telle date, il faudrait qu'elles se tiennent à tel lieu, il faudrait ça. Non. Moi, tout ce que je dis, j'apporte le témoignage de Papa Pascal pour revenir au livre.
Et je m'en tiens au témoignage de Pascal. Alors si vous me dites maintenant moi ce que je pense, non, je pense pas que ça puisse faire avancer le chemin public. Est-ce que c'est pas ce que vous pensez qui est, disons, mis en exergue à travers Papa Pascal, parce qu'on a l'impression également que c'est un personnage que vous avez choisi, ou Papa Pascal existe réellement, ou c'est une famille qui, voilà. Non, mais attendez, vous savez quand on écrit, c'est ça le charme d'écrire. Il ne faut pas en faire un bouc émissaire aussi, il faut assumer. Non, je vous dis, vos convictions sont importantes aussi dans ce débat. C'est ça le charme vraiment d'écrire un bouquin. Parce que quand vous créez un bouquin, vous rentrez dans l'intimité des gens et chacun est libre justement d'interpréter. Au-delà du personnage, vos convictions, c'est ça aujourd'hui qui est demandé sur ce plateau. Mais vos convictions. Terminons la lecture du livre et on reviendra. Je suis prêt à revenir. Un autre passage dans le livre qui me semble important, c'est la déclaration ou le document qui a été produit par la délégation des cadres casamançais. Qu'on puisse disposer ce type de document et qu'on n'en fasse pas usage, comment cela s'explique-t-il? Mais c'est ce que je vous dis, c'est-à-dire que moi, ma contribution aujourd'hui, quand je vois des témoignages comme celui de Papa Pascal, je saute là-dessus parce que je me dis que ça permet de venir enrichir les repères bibliographiques, pour permettre justement à ces jeunes qui sont formés en histoire de pouvoir un jour nous écrire une histoire cohérente, sans pour autant basée par le ressenti ou le témoignage d'une personne. Qu'est-ce qui a été fait de ce document? Mais ce document avait été rémisé. En fait, voilà, si vous voulez l'histoire de ce document, cette histoire, je la connais. Effectivement, les cadres casamançais, en 1982, quand il y a eu les événements, en 83, vous savez, les événements, c'est le 26 décembre, c'est vers la fin de 82. Ils sont venus voir Abdou Diouf pour lui dire, écoutez, Monsieur le Président, nous sommes de la région, laissez-nous aller voir nos concitoyens pour essayer de savoir ce qui ne va pas. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont sillonné toute la Casamance. Ils ont revisité toute l'activité socio-économique de la région, la pêche, l'agriculture, l'élevage, tout. Ils ont tout revisité. Et quand ils sont arrivés, ils ont produit le document, ce mémorandum-là. Et ce mémorandum, ils l'ont remis au président de la République en 1984, ça dit une année plus tard. Ils lui ont remis le mémorandum. Et il y a eu un comité qui a été mis en place pour justement étudier la quintessence justement de ce mémorandum. Mais, contre toute attente, il a été classé secret défense et plus personne n'en a parlé. Sauf ceux qui avaient participé un peu à la rédaction, comme Papa Pascal, qui avait participé justement à la rédaction de ce document, qui l'avait gardé encore. Et c'est quand nous sommes tombés là-dessus, on s'est donné à cœur joie, on a dit, voilà un élément qui permet peut-être de mieux comprendre un peu d'où est parti le malaise. Alors, il tire également des leçons de Boffa Bayotte. Quand on parle de Boffa Bayotte, on pense à la dernière attaque qui a été perpétuée sur place, plus de 10 personnes tuées. Et si je vous raconte... Alors que c'est un site qui semblait être calme pour ceux qui étaient sur place, des coupeurs de bois qui ne s'attendaient pas à pouvoir vivre ce genre de situation. Aujourd'hui, on a quelqu'un comme lui qui a vécu cela. Quelles sont les leçons qu'on devrait tirer de cette attaque? Ce qu'on devrait tirer, c'est qu'il faudrait que les gens comprennent une chose. Qu'effectivement, dans un pays, chacun, justement, a la liberté d'avoir un projet de société pour son pays. Mais, à un certain moment, il faut pouvoir s'arrêter. Regarder derrière. Est-ce que mon idée fait l'unanimité ou mon idée ne fait pas l'unanimité? Si mon idée ne fait pas l'unanimité, j'abandonne, je me range au truc de la majorité. Et c'est pas ce qui s'est fait. Bon, effectivement, Boffa Bayotte, Papa Pascal l'aborde, justement, avec responsabilité. Avec beaucoup de responsabilités. Non, justement, je vous laisse découvrir ce qu'il a dit. Mais je vous dis, il a posé des actes concrets et qui me semblent assez déterminants quant à la compréhension de ce conflit et quant aux recommandations pour un règlement du conflit. Comment on appelle aujourd'hui la situation qui prévaut actuellement en Casamance? Est-ce que c'est une accalmie ou bien... Comment est-ce qu'on pourrait... On va l'appeler une accalmie. Est-ce que les événements de Boffa Bayotte et la tuerie, l'assassinat de Abdou Elinkine Diatta à Moulombe, est-ce que ces deux événements ne peuvent pas aujourd'hui remettre en cause certaines choses? Mais, vous savez, c'est là où ça me révolte un peu. Ici à Dakar, nous avons tous les jours des tueries, des accidents comme cela. Dans une société, il y a tout le temps des problèmes. Mais il ne faudrait pas que chaque problème qui s'oppose
pour la Casamance, que les gens disent ah là ça va remettre en cause le processus de paix. Non, non. On attend, c'est l'enquête qui déterminera après qu'est-ce qui s'est réellement passé. C'est des questions légitimes parce qu'à Dakar, il y a des tueries, à Kaolack, à Foundiougne et ailleurs. Mais quand même, Abdou Elinkine Diatta, c'était pas n'importe qui. Donc c'est une question légitime aujourd'hui. Je vous le concède. Et à partir du moment où vous êtes un observateur avisé, on est quand même dans une posture assez légitime pour poser ce genre de questions. Je pourrais porter un jugement si aujourd'hui la question était vidée par la justice. Qu'on nous dise, écoutez, on a condamné telle personne pour l'assassinat d'Abdou Elinkine parce que justement, quand on arrête quelqu'un, la première chose qu'on recherche, c'est le mobile. On saura quel est le mobile qui a amené ces gens à éliminer Abdou Elinkine. Parce que vous avez vu, les supputations vont bon train. Il y en a qui vous diront que c'est au niveau de la rébellion qu'on l'a tué, d'autres vous diront que c'est l'État, d'autres... Quel est le mobile de Bofo Boyotte? Mais c'est la même chose. La question n'est pas encore vidée. Elle va être vidée et on en saura. Qu'est-ce qu'en dit papa? Qu'est-ce qu'en dit Pascal? Mais je vous laisse lire justement. Il veut vraiment que l'on termine l'ouvrage, qu'on puisse lire pour savoir ce qu'il en est réellement. Mais il est bon de savoir aujourd'hui, est-ce qu'avec l'interdiction de la coupe abusive de bois dans cette zone, cela a permis peut-être d'améliorer ou d'apaiser les choses? Non, malheureusement non. C'est d'ailleurs une des questions que soulève le livre. C'est-à-dire, vous savez que le président de la République a pris des dispositions très responsables en interdisant la coupe de bois. Mais vous voyez dans les réseaux sociaux des camions qui sont remplis de troncs et qui transitent par la Gambie et ils sont envoyés en Chine. Au point où la Chine sort même un communiqué dans le Financial Times pour dire que, écoutez, il y a plusieurs milliards qu'il importe de bois en Gambie. Ça pose problème. Est-ce que toutes ces questions seront à reverser justement dans le règlement de Bofo Boyotte, comme vous le dites? Je crois que l'enquête nous le dira. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faudrait aujourd'hui, au vu des témoignages que vous avez reçus de Papa Pascal, de votre personnage, pour ne pas dire votre père, par ailleurs? Allez-y. Vous comprenez mon allusion? Oui. Qu'est-ce qu'il faudrait aujourd'hui mettre sur la table comme recommandation pour dépasser cette accalmie-là, aller vers une paix définitive? Vous voulez mon avis ou l'avis de Papa Pascal? Oui, les recommandations, parmi les recommandations de Papa Pascal. Est-ce qu'il est possible de dissocier votre avis? Oui, il est possible de dissocier. Parce que si vous voulez... En tant qu'observateur? En tant qu'observateur, je dirais une chose. Que comme je l'ai dit, dans un premier temps, moi dans mon premier livre, Fidji du terrain, la crise Casamance racontée à mes enfants, j'avais demandé qu'il est temps qu'au Sénégal, on pense à mettre en place une commission de réconciliation, vérité, justice et pardon. Je l'avais appelé dans le temps la thérapie de nation. Ça permet justement d'extirper tout le mal enfoui dans les méandres de certaines personnes en Casamance, comme ici. Parce que les gens oublient souvent, ils croient que les victimes de cette guerre, c'est uniquement en Casamance. Et les gens se courent. Parce que vous allez dans le fin fond du Fouta là-bas, à Podor. Vous avez quelqu'un qui, son fils s'est engagé dans l'armée et a été combattre en Casamance et est revenu sous quatre planches. Donc cette crise-là... Mais juste une question géopolitique. Non, c'est par rapport à la Guinée-Bissau qui est important. Aujourd'hui, il y a un changement de régime. Pendant longtemps, on a parlé de bases influentes au niveau de la ligne frontalière. Est-ce qu'aujourd'hui, ce changement de régime pourrait aussi aider dans ce sens? Ah oui! Oui, ça manifestement. Vous savez, aujourd'hui, même du point de vue géopolitique, nous avons Barrow, qui est un ami du Sénégal. Et là, le président de la Guinée-Bissau qui dit que c'est le président qui est son... Voilà. Donc, vous voyez, c'est déjà, c'est-à-dire que nous avons là un boulevard pour pouvoir tout. Mais pas, il ne faut pas que les gens, il ne faut pas confondre. C'est pas que nous créons un boulevard pour pouvoir emprisonner les rebelles et peut-être, je ne sais pas moi, les exterminer. Non. Il s'agit maintenant de pouvoir vraiment envisager des sorties honorables. Les conditions sont réunies alors pour trouver la paix, justement. Oui, qu'est-ce que vous attendez de ce nouveau président de la Guinée-Bissau? Exactement. Qu'est-ce que vous attendez de lui? Le président de la Guinée-Bissau, le nouveau président, Francis Sokho Embalo. Oui, moi j'attends rien de lui.
C'est le par Sénégal, rapport à cette crise. Par rapport à cette crise, nous entendons tous, le Sénégal attend de lui que vraiment qu'il soit une oreille attentive, qu'il continue vraiment à œuvrer dans le processus de paix pour que la zone soit pacifiée. Parce qu'une guerre au Sénégal, ce n'est pas forcément au Sénégal que ça s'arrête, c'est dans la sous-région. Merci beaucoup, Xavier Diatta, l'auteur du livre Casamance, les geôles du mensonge. Merci. Alors, juste terminer par cette information, le président du CNRA, Babacar Diagne, qui a reçu le PDG des médias, Bougane Gueye Dany, dans une ambiance bon enfant. C'est ce qui nous a été dit. On y reviendra certainement avec plus d'informations dans nos prochaines éditions. Mais avant de terminer, on a une très bonne nouvelle également. Franchement, il faut en parler. Le trophée Serigne Ali Cissé édition 2019. Alors, il s'agit du tournoi Presse Foot qui a été remporté pour la 4e année consécutive par GFM, ou je devrais dire le groupe Culture Média, pour que les gens puissent savoir. On a battu des médias par 2-1. Donc, il faut féliciter le groupe Culture Média qui a remporté ce trophée. Vous y connaissez en sport? Non, je voulais dire que vous auriez pu choisir notre date. Vous savez que des médias traversent une j'ai commencé par une bonne nouvelle avec le CNRA chez des médias. Mais pour terminer, le groupe Culture Média qui reste leader, justement, il faut comprendre. On a également gagné ce trophée. Félicitations à l'équipe de football du groupe. Merci à vous de nous avoir suivis et à Pape Djibril Fall qui a été avec nous. On se donne rendez-vous demain, Inch'Allah, à la même heure. Excellente soirée sur la TFM.